Gadel 24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. 180e jour de massacre à Gaza. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs à Khan Younes et Deir el-Balah. Le bilan s'élève désormais à 32 975 morts et près de 76 000 blessés. Frappe meurtrière contre le consulat d'Iran en Syrie. L'Algérie dénonce un crime odieux considéré comme une violation flagrante des lois internationales relatives au caractère sacré des missions diplomatiques et consulaires. Nouveau scandale pour le Merzen. L'organisation de coordination des associations d'agriculteurs et d'éleveurs espagnols accuse le Maroc de tromper le consommateur européen en étiquetant les produits agricoles en provenance du Sahara occidental comme étant d'origine marocaine. Une sénatrice espagnole s'en prend au régime marocain et l'accuse de s'ingérer dans les affaires internes du pays et de vouloir étouffer Ceuta et Melilla. Bonsoir à tous. Le massacre des Palestiniens se poursuit au 180e jour depuis le début du génocide sioniste sur la ville de Gaza. Des dizaines de civils sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce mercredi à Khan Younes et Deir el-Balah. Les quartiers résidentiels sont les principales cibles de l'armée d'occupation. Résultat, la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi ce mercredi à 32 975 martyrs et 75 577 blessés depuis le 7 octobre dernier. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, l'armée d'occupation a commis au total 5 massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 59 martyrs et 83 blessés. Assassinat de 7 employés du World Central Kitchen. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié d'inadmissibles les attaques contre des travailleurs humanitaires à Gaza, ajoutant que c'est un résultat inévitable de la façon dont la guerre est menée. Les frappes aériennes israéliennes dévastatrices qui ont tué hier le personnel de l'ONG, portant à 196 le nombre de travailleurs humanitaires tués dans ce conflit, dont plus de 175 membres de notre propre personnel de l'ONU. C'est inadmissible, mais c'est un résultat inévitable de la façon dont la guerre est menée. Et face à ce nouveau crime odieux et lâche de la part de l'entité sioniste, Antonio Guterres a tenu à rappeler la nécessité urgente d'un cessez-le-feu immédiat, comme l'a exigé le Conseil de sécurité la semaine dernière à travers la résolution 2728. Cela démontre une fois de plus la nécessité urgente d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat, de la libération inconditionnelle de tous les otages et de l'expansion de l'aide humanitaire à Gaza, comme l'a exigé le Conseil de sécurité dans sa résolution de la semaine dernière. La résolution doit être mise en œuvre sans délai. Faisant le lien entre le meurtre des travailleurs humanitaires à Gaza et la frappe ayant ciblé l'ambassade iranienne à Damas, le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies a déclaré que la sécurité des institutions diplomatiques ne doit en aucun cas être violée. Depuis le début du dernier conflit dans la bande de Gaza en octobre dernier, nous avons assisté à d'innombrables attaques contre des maisons, des écoles, des hôpitaux, des installations humanitaires et des agences des Nations Unies. Aujourd'hui, nous avons été témoins d'attaques contre des institutions diplomatiques.
La ligne rouge du droit international et les normes fondamentales des relations internationales ont été violées à maintes reprises et les fondements de la conscience morale humaine ont également été brisés à plusieurs reprises. Cette situation tragique doit prendre fin immédiatement. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a exprimé sa colère au chef du gouvernement sioniste Benjamin Netanyahou après la mort d'une ressortissante australienne employée par le World Central Kitchen. Regardez. Je me suis entretenu avec le Premier ministre Netanyahou ce matin lors d'un appel téléphonique organisé pendant la nuit. J'ai exprimé la colère et l'inquiétude de l'Australie face à la mort de Zomi Francom, ressortissante australienne qui travaillait pour l'ONG américaine qui a été tuée dans une frappe à Gaza. C'est tout à fait inacceptable. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va examiner vendredi un projet de résolution appelant à un embargo sur les armes pour l'entité sioniste, évoquant, je cite, le risque plausible d'un génocide à Gaza. Si le projet de résolution est adopté, il s'agira de la première prise de position de l'organe des Nations Unies pour les droits de l'homme dans l'agression génocidaire sioniste qui fait rage dans l'enclave palestinienne. Retrouver leurs proches, ou du moins ce qu'il en reste, les habitants de Gaza jonchent les environs de l'hôpital Al-Shifa, complètement détruit par les forces de l'occupation, afin d'y trouver les restes des corps de leurs familles, de leurs amis. Errants comme des corps sans âme, le désespoir des Gazaouis en deviendrait presque palpable. Je cherche mon mari. Il a disparu depuis le moment de l'invasion. Je ne l'ai pas vu et je n'ai aucune information ni connaissance à son sujet depuis le jour de l'invasion jusqu'à aujourd'hui. Je cherche maintenant 6 personnes que nous avons perdues pendant la guerre. Ma sœur, tous ses enfants et ma nièce Salma, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je n'ai trouvé aucune trace d'elles. Elles ont été enterrées ici et nous ne savons pas ce qui est arrivé à leur corps, ni où elles sont allées. Nous ne savons rien. Ici, nous trouvons un certain nombre de corps et ils ne sont pas identifiés. Nous ne savons pas quoi en faire. Je demande que la guerre cesse le plus tôt possible. Assez de destruction, assez de morts. Notre avenir n'est pas sûr. Nos moyens de subsistance ont disparu. Nous n'avons plus aucun lien avec la vie. Nous sommes devenus des corps sans âme. La situation actuelle à Gaza est catastrophique et les mots manquent pour le décrire. Les médecins de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa dans la ville de Deir el-Balah ne peuvent pas détourner le regard. L'établissement doit faire face à l'afflux des patients tout en rationnant le peu de fournitures qu'il leur reste. Naila Hamouda. Il a laissé tout derrière lui pour venir en aide aux habitants de Gaza. Mahmoud Saba, ce chirurgien jordano-américain, a décidé avec sa femme d'apporter son expertise en matière de soins des plaies. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Il ne trouve souvent pas d'autre choix que d'amputer ses patients. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je savais que ça allait être pire que ce à quoi j'étais habitué. Mais c'était quand même très choquant. Surtout parce que les blessures causées par les éclats d'obus sont nombreuses sur le corps. Souvent, nous nous retrouvons en train de finir une partie du corps et puis on passe à la suivante. On pense que c'est fini, mais il y a une autre blessure dans le dos. Il y a une autre blessure aux doigts, aux orteils. Dans les hôpitaux de la bande de Gaza, les blessés affluent, les interventions se succèdent et les moyens sont quasi inexistants. Pour ce chirurgien, son travail a considérablement changé de celui qu'il occupait habituellement dans un hôpital aux États-Unis. Les patients ont besoin d'un traitement complexe et implacable, ce qui représente un défi spécifique. J'ai pris contact avec des personnes qui sont venues ici auparavant et elles m'ont dit ce dont j'aurais besoin et ce que je devais apporter avec moi. Ma femme m'a aidé et m'a procuré ces fournitures médicales grâce aux dons d'autres personnes. Elle les a envoyées chez moi. Je les ai utilisées pendant que je suis ici. Puis j'ai également enseigné à un jeune médecin pourquoi j'utilise certains produits. J'espère qu'il le fera. Vous savez, je suis ici pour une très courte durée.
Mahmoud Saba n'est pas le seul médecin qui a été interpellé personnellement et émotionnellement par ces massacres sionistes commis contre la population de Gaza. Près de 6 mois depuis le début du génocide sioniste, la situation est désastreuse. Les Palestiniens de Gaza meurent sous les bombes, mais aussi d'infections et de complications, par manque de traitement et dans la douleur. Des histoires touchantes, il y en a plein dans les ruelles de Gaza. Najdat Sakar est dentiste. Après que sa clinique ait été détruite par les bombardements sionistes, il a décidé de continuer à travailler en installant une tente pour remplacer sa clinique. Récit d'Amalam Zianzitouni. Sa clinique a été détruite lors d'un bombardement sioniste de la bande de Gaza. Le dentiste palestinien Najdat Sakar a pu tout de même récupérer du matériel dans les ruines et installer une tente pour soigner à nouveau les patients. Après 6 mois de guerre, j'ai décidé que je devais continuer à travailler. Bien sûr, mon centre dentaire a été endommagé par les bombardements. J'ai pris une des chaises du centre et je suis venu ici et j'ai installé une tente. J'ai récupéré du matériel sous les décombres et j'ai tout déplacé sur un tuk-tuk de la clinique jusqu'ici. J'ai réparé la tente et je l'ai construite. Et Dieu merci, c'est le 3e jour d'utilisation de la tente. Environ 80% de notre travail concerne le traitement canalaire. Quant à l'anesthésie, j'en ai, mais elle est sur le point de manquer. Dans la clinique de fortune qu'il a ouverte dans une tente du camp de réfugiés de Nusayrat, les certificats de qualification professionnelle de Sakar sont fièrement accrochés au piquet de la tente. J'ai ma clinique depuis 10 ans. Toutes les 2 années, je voyageais et suivais des cours de médecine dentaire. En 2021, c'était la dernière fois que je voyageais et j'ai suivi un cours d'obturation esthétique, ainsi que d'implants dentaires, de botox et de produits de comblement. J'ai de nouveaux certificats pour lesquels j'ai travaillé dur et je les ai récupérés dans mon centre endommagé. Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste a ravagé la bande de Gaza, démolissant tout signe de vie. Dans un territoire assiégé depuis plusieurs années, le système de santé survit à peine. Et dans cet horrible contexte pour les Palestiniens, l'Algérie poursuit ses opérations humanitaires pour venir en aide à la population de Gaza. Ce mercredi, une nouvelle cargaison de denrées alimentaires a été acheminée vers l'aéroport d'Al Arish en Égypte, marquant l'engagement fort du pays à la cause palestinienne. Les campagnes d'arrestations arbitraires se poursuivent en Cisjordanie occupée. Les forces sionistes ont arrêté ce mercredi 30 civils palestiniens, y compris une journaliste. Les arrestations ont été effectuées dans les villes d'Al-Quds, de Ramallah, Ariha, Naplouse, Qalqilia, Al-Khalil, Beit Laham et Tul-Karam. Selon un communiqué commun des groupes de défense des prisonniers palestiniens, le nombre de civils arrêtés par l'occupation s'élève à 7 990 depuis le 7 octobre dernier. L'élan de solidarité pour la cause palestinienne ne faiblit pas à travers le monde. Ils étaient des dizaines à manifester ce mercredi devant la Maison-Blanche à Washington, appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération de la Palestine. Stop killing children! Stop killing children! Not another dime! Not another nickel! Not another dime! To end their genocide and to bring us closer to their peace and to their justice. Ya Allah, we ask you to bring them justice. By young staffers who say, thank you.
Frappe sioniste contre le consulat iranien à Damas. Plusieurs personnes se sont rassemblées ce mercredi pour assister aux funérailles des victimes du raid sioniste meurtrier dans la capitale syrienne. L'Iran a juré de riposter à ce bombardement ayant visé ses représentations diplomatiques. Plusieurs pays ont d'ailleurs condamné cette attaque sioniste meurtrière, dont l'Algérie. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Alger a fermement condamné le bombardement aérien qui a visé le bâtiment du consulat iranien à Damas, considéré comme une violation flagrante des lois et normes internationales relatives au caractère sacré des missions diplomatiques et consulaires. En plus de constituer une grave atteinte au droit international, l'Algérie a également présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et a renouvelé son entière solidarité avec la République islamique d'Iran ainsi qu'avec la République arabe syrienne face à cette agression flagrante qui menace d'aggraver l'état d'insécurité et d'instabilité dans l'ensemble de la région. Et dans le reste de l'actualité, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce mercredi un appel téléphonique du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. Les deux parties ont procédé à un échange de vues et d'analyses concernant les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne. Ils ont également passé en revue les voies et perspectives de renforcement de la coordination entre l'Algérie et l'ONU en vue de contribuer à relever les défis communs auxquels sont confrontés les États et les peuples de la région dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires. On en parlait tout à l'heure en titre, l'Organisation de coordination des associations d'agriculteurs et d'éleveurs espagnols a exigé des mesures urgentes contre les importations en produits agricoles en provenance du Maroc, y compris la révision de l'accord d'association préférentielle UE-Maroc. Selon le journal régional espagnol El Día de Segovia, cette organisation qui fédère un grand nombre d'agriculteurs et d'éleveurs espagnols a accusé le Maroc de tromper le consommateur européen en étiquetant les produits agricoles en provenance du Sahara occidental comme étant d'origine marocaine. Le mois dernier, l'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne, Tamara Capeta, a appelé l'annulation de l'accord d'association Maroc-UE, jugé non conforme à la législation européenne qui considère que ce territoire jouit d'un statut séparé et distinct de celui du Maroc. Le régime du Merzen ne sait toujours pas comment passer inaperçu et se faire discret. De l'autre côté de la frontière, en Espagne, les critiques fusent de partout. Le dernier en date, celui de la sénatrice espagnole Isabel Moreno Mohamed. Lors de la séance plénière mardi, elle s'en est pris au régime marocain, l'accusant de s'ingérer dans les affaires internes du pays, de mettre la pression sur Pedro Sánchez, qualifiant son gouvernement de faible. Isabel Moreno accuse aussi le Maroc de vouloir étouffer Ceuta et Melilla. Mohamed Amin Barkan. Une sénatrice espagnole accuse le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, de céder au chantage constant du Maroc, notamment sur le dossier du Sahara occidental, reprochant à Sánchez de ne pas prendre des mesures contre Rabat pour ingérence dans les affaires internes de l'Espagne. Lors d'une séance plénière du Sénat espagnol hier, laquelle a assisté le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, José Alvarez, la sénatrice du Parti populaire Isabel Moreno Mohamed a exprimé des regrets de fait que c'est Rabat qui fixe l'agenda extérieur du gouvernement espagnol. Isabel Moreno Mohamed a pointé du doigt le scandale du Maroc Gate éclaté en 2022 suite à la mise sous écoute des téléphones portables du chef du gouvernement Sánchez et la ministre de la Défense Margarita Robles après leur infiltration par logiciel espion sioniste Pegasus. Des données ont été extraites des deux téléphones et Rabat a été vivement mis en cause par plusieurs responsables espagnols et européens, un fait que le régime marocain a toujours nié. Suite à ce scandale, Madrid a opéré un brusque revirement de sa position historique sur le Sahara occidental en s'alignant sur le plan marocain d'autonomie de ce territoire, un plan jugé contraire à la légalité internationale et les résolutions de l'ONU. Isabel Moreno Mohamed s'est intéressée au lien entre l'espionnage marocain du gouvernement espagnol et le chantage subi par Sánchez. La sénatrice représentante de la ville autonome de Melilla a critiqué le gouvernement Sánchez qu'elle accuse d'adopter une position de soumission honteuse
en permettant au Maroc de ne pas se conformer aux normes et traités internationaux les plus fondamentaux. Elle a qualifié le gouvernement Sanchez de faible pour son incapacité à appliquer sa promesse de rouvrir le bureau de douane de Melilla, fermé unilatéralement par le Maroc depuis août 2018, malgré le fait que sa réouverture a été annoncée par la partie espagnole pour janvier de l'année dernière. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a nommé ce mercredi au poste de Premier ministre Ousmane Sonko, figure clé de son élection, quelques heures après son investiture, après sa victoire à la présidentielle du 24 mars, selon un décret lu sur la télévision publique. Regardez. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43 et 49, décrète, article 1er, M. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Ousmane Sonko mesure parfaitement la confiance placée en lui par le nouveau président, ainsi que les défis qui l'attendent. Que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée à notre personne, en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui est en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la Constitution du Sénégal. Conflit en Ukraine, l'OTAN doit être en mesure d'offrir une aide prévisible sur le long terme pour l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré à Bruxelles son secrétaire général Jens Stoltenberg. Ces commentaires interviennent peu avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance qui devrait discuter d'une proposition de la création d'un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans pour aider Kiev. Nous devons garantir à l'Ukraine une assistance à sa sécurité fiable et prévisible sur le long terme, de sorte que nous comptions moins sur les contributions volontaires et davantage sur les engagements de l'OTAN, moins sur des efforts à court terme et plus sur des promesses pluriannuelles. Et selon la Russie, l'OTAN qui fête ses 75 ans est revenue à la mentalité de la guerre froide. Aujourd'hui, dans les relations avec la Russie, le bloc est revenu au contexte de la guerre froide. Dans ses documents doctrinaux, notre pays est proclamé, je cite directement, la menace directe la plus importante. Fin de citation. Il y a une accumulation active du potentiel militaire sur le flanc oriental. Des exercices militaires d'une ampleur sans précédent sont menés contre la Russie. Il n'essaie même pas de la dissimuler. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. Au revoir.